auditeurs et chers amis de l'histoire, allongez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous emporter. Ce soir, nous partons pour un voyage dans le passé, non pas à la vitesse de la lumière, mais à celle d'un rêve qui s'installe doucement, comme le crépuscule sur un vieux château de pierre. Nous allons explorer l'histoire d'une des figures les plus fascinantes et les plus légendaires de l'Angleterre médiévale, Richard III, connu à travers les âges sous le nom de Richard Cœur de Lion. Son nom seul évoque des images de bravoure, d'honneur et d'aventure, mais comme souvent, la réalité historique est plus complexe et plus nuancée qu'une simple légende. Alors que le monde d'aujourd'hui s'éloigne, nous nous glissons dans le silence des siècles passés. Le vent souffle doucement sur les collines verdoyantes de l'Angleterre, les ombres s'allongent et le bruit du monde s'estompe. L'époque que nous visitons est celle du XVIIIe siècle, une période de grands bouleversements, de chevalerie et de croisades. Nous allons suivre Richard depuis sa naissance en France jusqu'à sa mort et son héritage qui résonne encore aujourd'hui. Il fut roi d'Angleterre, mais aussi duc de Normandie, d'Aquitaine et de Gascogne, comte de Poitiers, du Maine et d'Anjou. Sa vie, c'est l'histoire d'un empire qui s'étendait de l'Écosse jusqu'aux Pyrénées et d'un homme qui passa la majeure partie de son règne hors de son royaume, à guerroyer pour ses terres et pour sa foi. Fermez les yeux et imaginez. Le XVIIIe siècle n'est pas fait de l'Angleterre que nous connaissons. C'est une mosaïque de fiefs et de royaumes, un monde de châteaux forts et de cathédrales gothiques où la vie est rythmée par les saisons, les prières et les batailles. La dynastie des Plantagenets, dont Richard est le plus illustre représentant, a un pouvoir immense. Son père, Henri II, est un roi puissant, mais aussi un homme tourmenté. Sa mère, la célèbre Aliénor d'Aquitaine, est une reine à l'intelligence et à l'influence sans pareille, une figure de légende à elle seule. Richard grandit au sein de cette famille turbulente où les rivalités et les trahisons sont monnaie courante, même au sein de la fratrie. C'est une période de rivalités internes, de guerres incessantes entre les rois, les ducs et les comtes. Les serfs travaillent la terre, les moines prient dans leurs abeilles, les marchands transportent leurs marchandises, et les chevaliers s'entraînent sans relâche, car la guerre n'est jamais loin. L'histoire de Richard Cœur de Lion n'est pas seulement l'histoire d'un roi, c'est aussi l'histoire d'une époque. C'est l'histoire des croisades, ces expéditions militaires et religieuses vers la Terre Sainte qui ont marqué l'Occident. C'est l'histoire des châteaux et des forteresses qui parsèment le paysage européen, témoins silencieux de batailles oubliées. C'est l'histoire des troubadours qui chantaient les louanges des chevaliers et des dames, et des moines qui copiaient inlassablement les manuscrits dans les scriptoriums, préservant ainsi le savoir pour les générations futures. Tout au long de notre récit, nous allons explorer les lieux qui ont marqué la vie de Richard. Nous irons en Anjou, sa terre natale, où il passa sa jeunesse. Nous l'accompagnerons en France, où il affronta son père et ses frères. Nous le suivrons en Terre Sainte, où il gagna sa réputation de cœur de lion en affrontant le grand Saladin. Nous serons là lorsqu'il sera capturé en Autriche et nous assisterons à son retour triomphal en Angleterre, avant de l'accompagner vers sa fin inattendue et tragique. En fermant les yeux, vous pouvez imaginer les sons qui accompagnent cette époque. Le cliquetis des armures, le son des sabots des chevaux sur la terre battue, les chants des troubadours dans les palais, les prières dans les cathédrales. L'air sent la fumée des feux de cheminée, la sueur des chevaux et les épices venues d'Orient. Tout cela est là, à portée de votre imagination. Ce soir, notre but n'est pas de vous tenir en haleine, mais de vous accompagner vers un sommeil paisible et réparateur. Laissez les faits historiques et les descriptions douces de ces lieux et de ces époques se mêler à vos pensées. Laissez l'histoire de Richard devenir une berceuse, un murmure du passé qui vous emmène vers un repos profond. Le monde de Richard Cœur de Lion est un monde de lumière et d'ombre, de bataille et de paix, d'honneur et de trahison. C'est un monde qui a façonné l'Europe et l'Angleterre. Et en écoutant son histoire, nous pouvons mieux comprendre le nôtre. Alors, respirez profondément. Laissez vos épaules se détendre, vos pensées se calmer et plongez avec nous dans cette aventure historique. L'histoire de Richard Cœur de Lion, le roi chevalier,
est une histoire parfaite pour vous accompagner dans votre sommeil. Que vos rêves soient doux et inspirés par les récits que vous êtes sur le point d'entendre. Nous commençons notre voyage par le début, la naissance d'un futur roi. Alors que nous dérivons à travers les siècles, laissons-nous porter jusqu'à Poitiers, une ville vibrante au cœur de l'Aquitaine, dans le royaume de France. C'est ici, en septembre 1557, que naît Richard, le troisième fils d'Henri II, roi d'Angleterre, et d'Aliénor d'Aquitaine. Un nom qui ne vous est peut-être pas étranger. Aliénor était l'une des femmes les plus puissantes et les plus influentes de son époque. Ancienne reine de France par son premier mariage, elle avait apporté à son second époux, Henri II, le vaste duché d'Aquitaine, un territoire immense, plus grand que tout le royaume d'Angleterre. Cette union avait créé ce qu'on appelle l'Empire plantagenet, un domaine qui s'étendait des frontières de l'Écosse jusqu'aux Pyrénées. Richard grandit au milieu de cette cour itinérante et tumultueuse. Contrairement à beaucoup d'enfants royaux qui grandissaient dans une seule résidence, la famille Plantagenet passait son temps à voyager à travers ses vastes possessions. L'enfance de Richard est donc une succession de châteaux, de manoirs et de cours où la politique, les intrigues et les guerres se mêlent en permanence. Henri II, son père, était un roi dynamique et infatigable, un homme d'action et de droit qui a jeté les bases du système juridique anglais. Sa mère, Aliénor, était une mécène des arts, cultivée et déterminée, qui a fait de sa cour de Poitiers un centre de la culture des troubadours où l'on célébrait l'amour courtois et la chevalerie. C'est dans cet environnement que Richard a été éduqué, non pas comme un futur roi d'Angleterre. Ce rôle était dévolu à son frère aîné, le jeune Henri, mais comme le futur d'Aquitaine. Dès son plus jeune âge, Richard a reçu une éducation typique de la noblesse de l'époque. Il a appris l'art de la guerre, l'équitation, la chasse et le maniement des armes. Il a développé une passion pour la poésie et la musique, des talents hérités de sa mère. Mais ce qui le distinguait déjà, c'était sa fougue, son courage et une certaine tendance à l'indépendance. Il parlait français, sa langue maternelle, et était familier du latin, la langue des érudits et de l'Église. Cependant, il ne parlait probablement pas l'anglais, car la cour des Plantagenets était francophone, et l'anglais était alors considéré comme la langue du peuple. C'est une nuance importante, car cela nous montre à quel point Richard, le futur roi d'Angleterre, était profondément ancré dans la culture et la politique française. Son père, Henri II, a distribué des terres à ses fils pour les préparer à leurs futures responsabilités. À l'âge de 15 ans, Richard est formellement investi du duché d'Aquitaine. Mais cet acte de générosité apparente cache une stratégie complexe. Henri II avait l'habitude de diviser son immense empire entre ses fils dans l'espoir qu'il l'aiderait à le gouverner. Malheureusement, cette politique a semé les graines d'une profonde discorde. Les fils ambitieux et impatients n'avaient aucune intention de rester dans l'ombre de leur père. La fratrie, composée de l'aîné Henri le Jeune, Richard, Geoffroy et Jean, était une véritable poudrière. Ils passaient leur temps à se quereller, à s'allier les uns contre les autres et surtout à se rebeller contre leur père. La première grande révolte éclata en 1173, alors que Richard n'avait que 16 ans. Ses frères, aidés par leur mère Aliénor, qui se sentait délaissée par son mari, se sont ligués contre Henri II. Ils furent soutenus par le roi de France, Louis VII, toujours désireux d'affaiblir son puissant rival Plantagenet. Richard a pris les armes aux côtés de ses frères et de sa mère. C'était sa première véritable expérience militaire, et il se révéla être un guerrier prometteur. Les combats furent acharnés, mais finalement, Henri II parvint à mater la révolte. Aliénor fut emprisonnée et ses fils furent contraints de se soumettre. Malgré cette défaite, la rébellion avait révélé le caractère de Richard. Il était un homme d'action, un soldat né et un meneur d'hommes. C'est à cette époque qu'il commence à se forger une réputation de guerrier redoutable, d'une grande bravoure et d'une force physique impressionnante. Il passait ses journées à s'entraîner, à perfectionner son art du combat et à s'endurcir. Ses premières années ont ainsi posé les bases de l'homme qu'il deviendrait. Un guerrier sans pareil, un stratège aguerri, mais aussi un prince rebelle qui n'hésitait pas à se retourner contre sa propre famille pour défendre ses intérêts et son honneur.
La lumière du jour s'estompe maintenant sur les châteaux de l'Aquitaine. Le silence s'installe peu à peu dans les couloirs de pierre. Les chevaliers rentrent à l'intérieur. Les feux de cheminée crépitent doucement. C'est une image paisible et ancienne, une image qui nous accompagne vers le sommeil, en sachant que le tumulte de la vie de Richard ne faisait que commencer. Le songe est maintenant un allié qui nous invite à la détente. Le calme qui a suivi la première révolte de Richard fut de courte durée. En effet, la trêve entre le père et ses fils n'était qu'une illusion. Henri II, un souverain d'une intelligence rare, avait l'habitude de se méfier de tout le monde, y compris de sa propre famille. Ses fils, de leur côté, avaient hérité de son ambition et de son tempérament ardent. Richard en particulier, qui était destiné à régner sur l'Aquitaine, se sentait menacé par la politique de son père. Henri II avait décidé de donner le duché d'Aquitaine à son fils cadet, le futur Jean Santerre, une idée qui ne pouvait qu'enflammer la colère de Richard. C'était une provocation directe, un affront public à son autorité en tant que duc. Les années qui suivirent furent une période de guerre fratricide et de trahison incessante. L'Empire plantagenet, cette immense mosaïque de terre, était déchiré de l'intérieur. Le jeune Henri, l'héritier désigné, était le plus virulent. Jaloux des pouvoirs que son père ne lui accordait pas, il s'alliait régulièrement avec le roi de France, Philippe Auguste, le nouvel et redoutable monarque capétien, dont l'objectif principal était de diviser et d'affaiblir les Plantagenets. Richard, quant à lui, se battait pour maintenir son autorité sur l'Aquitaine, une région souvent en proie aux révoltes de seigneurs locaux. Il s'est révélé être un commandant impitoyable, capable de mettre au pas les rebelles avec une efficacité et une brutalité remarquables. Les chroniques de l'époque décrivent un guerrier courageux, mais aussi un homme capable d'une cruauté qui ne laissait aucun doute sur sa détermination. Les relations entre Richard et son frère aîné, le jeune Henri, étaient particulièrement tendues. Ils se sont affrontés à plusieurs reprises sur les champs de bataille, avec des alliances qui changeaient au gré des circonstances. La mort subite du jeune Henri en 1583, des suites d'une maladie, a redistribué les cartes. Richard est alors devenu l'héritier du trône d'Angleterre, de la Normandie et de l'Anjou. Son statut changeait, mais ses problèmes restaient les mêmes. Son père, toujours méfiant, refusait de lui céder les territoires promis, tout en cherchant à favoriser son dernier fils, Jean. La guerre a donc continué, une danse macabre entre père et fils, faite de batailles, de sièges et de négociations trompeuses. Le point culminant de cette période tumultueuse a eu lieu en 1588-1589. Richard s'est allié ouvertement à son ancien ennemi, le roi de France Philippe Auguste, contre son propre père. C'était un acte de haute trahison, mais c'était aussi la seule façon pour Richard de garantir ses droits et ses héritages. Les deux hommes, Richard et Philippe, ont mené une campagne militaire victorieuse contre le vieux Henri II. La situation du roi d'Angleterre devint désespérée. Malade et affaibli, il fut contraint d'accepter les conditions de paix humiliantes imposées par son fils et par le roi de France. La liste des nobles qui avaient trahi Henri II et s'étaient ralliés à Richard fut lue au monarque agonisant. Sur cette liste, il y avait un nom qui brisa le cœur du vieil homme, celui de son fils Jean, le favori. Henri II mourut peu de temps après, en juillet 1789, d'un cœur brisé. Ainsi, la mort d'Henri II mettait fin à une époque de conflits internes. Elle propulsait Richard, le prince rebelle et le guerrier redoutable, sur le trône d'Angleterre. Il était désormais Richard II. Son règne commençait dans l'ombre d'une guerre familiale, mais l'avenir réservait d'autres défis pour le nouveau roi. Alors que nous nous éloignons des champs de bataille français où père et fils s'affrontaient, une paix relative s'installe. Le règne d'un nouveau roi commence. L'Angleterre et ses territoires français peuvent enfin espérer une accalmie. Mais les tambours de la guerre, eux, ne se sont jamais tus très longtemps au Moyen Âge. À des milliers de kilomètres de là, des événements se préparent qui vont une fois de plus changer le cours de l'histoire de Richard. La poussière des routes de France retombe et le songe nous emmène vers de nouvelles aventures sous le ciel étoilé de l'Orient, une terre de mystères et de conflits pour les Européens. Le doux murmure des souvenirs passés est une invitation à la sérénité.
laissez le sommeil venir à vous. Le deuil de son père et l'accession au trône n'ont pas eu le temps de peser sur Richard. Sa première priorité, une fois couronné à l'abbaye de Westminster en septembre 1589, n'était pas de gouverner l'Angleterre, mais de financer et de préparer une expédition qui allait marquer son règne, la Troisième Croisade. Depuis la prise de Jérusalem par Saladin en 1407, une onde de choc avait traversé toute la chrétienté. Des appels passionnés à la reconquête de la Terre sainte résonnaient dans toute l'Europe. Richard, élevé dans une culture de piété et de chevalerie, se voyait comme un champion de la foi. C'était un rôle qu'il prenait très au sérieux, et c'est ce qui allait définir sa réputation. Pour financer cette immense entreprise, il a eu recours à des méthodes qui pourraient sembler surprenantes. Il a vendu des titres, des charges, des terres et même des privilèges royaux. Il a libéré le roi d'Écosse de son serment de vassalité en échange d'une somme d'argent considérable. On raconte qu'il aurait déclaré qu'il vendrait Londres si un acheteur s'était présenté. Ces actions, bien que pragmatiques, montrent le peu d'attachement de Richard pour l'Angleterre en tant que terre qu'il devait gérer et gouverner. Pour lui, le royaume était avant tout une source de revenus pour financer ses ambitions militaires, qu'elles soient en France ou en Orient. Les préparatifs de la croisade étaient une affaire immense. Richard a mobilisé des milliers d'hommes, chevaliers, archers, fantassins, mais aussi des ingénieurs, des marins, des cuisiniers et des prêtres. Il a fait construire ou affréter une flotte de navires pour transporter troupes et matériel. Il a aussi dû s'assurer que ses possessions en France soient en sécurité pendant son absence. Pour cela, il a dû faire la paix avec ses rivaux et surtout avec le roi de France Philippe Auguste, qui avait lui aussi juré de prendre la croix. Les deux hommes, malgré leur passé conflictuel, se sont retrouvés unis par un but commun, au moins en apparence. Le départ de la croisade a eu lieu en 1590. C'était une procession immense. Richard et Philippe Auguste, accompagnés de leurs armées, ont voyagé ensemble jusqu'en Sicile. C'est là que les premières tensions entre les deux rois sont apparues. Richard a profité de son séjour pour consolider son pouvoir sur l'île, provoquant la colère de Philippe. Finalement, les deux armées se sont séparées. Tandis que le roi de France se dirigeait directement vers la Terre Sainte, Richard a choisi une autre route. Il a conquis l'île de Chypre, une étape stratégique cruciale pour la logistique de la croisade. Chypre est devenue une base arrière pour les croisés, leur fournissant des vivres et des renforts et assurant la sécurité de leur ligne de ravitaillement. C'était une décision brillante d'un point de vue militaire, montrant le sens stratégique de Richard. Après la conquête de Chypre, où il se maria avec Bérengère de Navarre, Richard est finalement arrivé en Terre Sainte en 1591. Il trouva les croisés occidentaux en train d'assiéger la ville d'Acre. Les conditions de vie étaient misérables. Les maladies et la famine faisaient des ravages. L'arrivée de Richard a insufflé un nouvel élan aux troupes. Son charisme et son talent militaire étaient légendaires, et sa présence a remotivé les croisés. Avec son aide, Acre est finalement tombé après un long et pénible siège. Ce fut une victoire importante, mais qui marqua aussi la fin de l'alliance avec Philippe Auguste, qui, désireux de retourner en France pour s'occuper de ses propres affaires, quitta la Terre Sainte. Richard était désormais le seul chef de la croisade. La paix de la nuit s'installe, le silence nous enveloppe. Loin du tumulte de la guerre, loin des tensions entre rois, nous pouvons nous concentrer sur la vie de cet homme. Nous avons vu Richard le fils rebelle, puis le roi guerrier. Maintenant, nous allons le suivre en Terre Sainte, où sa légende de « cœur de lion » va véritablement s'écrire. Les sons de la nuit sont une invitation au repos. Laissez les pensées s'apaiser, les images s'estomper, et préparez-vous à la suite de notre histoire. Après la prise d'Acre, l'histoire de Richard Cœur de Lion se confond avec celle de la Troisième Croisade. Les chroniques nous dressent le portrait d'un commandant militaire d'une ingéniosité et d'une bravoure exceptionnelle. Sa légende s'est forgée dans les poussières de la Terre Sainte, face à son plus grand adversaire, le sultan Saladin. Saladin était à l'époque le chef de guerre le plus respecté et le plus puissant du monde musulman. C'était un homme d'une grande piété, un guerrier aguerri et un diplomate hors pair,
dont la victoire sur les croisés à la bataille de Hattin avait conduit à la chute de Jérusalem. Le duel entre ces deux figures historiques était inévitable et captivait l'imagination des contemporains. Le premier grand affrontement eut lieu à la bataille d'Arsouf en 1091. L'armée de Richard marchait le long de la côte, se dirigeant vers Jaffa, quand elle fut attaquée par les forces de Saladin. L'affrontement fut une épreuve de discipline et de courage. Richard avait organisé son armée de manière à ce qu'elle puisse résister aux charges incessantes de la cavalerie légère de Saladin. Les chevaliers et les fantassins croisés avançaient en rang serré, protégés par leurs boucliers et leurs armures, tandis que les archers ripostaient. On raconte que c'est Richard lui-même qui a mené la charge finale, brisant les lignes de l'armée de Saladin et remportant une victoire retentissante. Cette bataille est considérée comme l'une des plus importantes de la croisade et a prouvé la supériorité militaire de Richard. Mais la guerre n'était pas faite que de batailles épiques. C'était aussi une affaire de siège, de négociation et de ruse. Richard Cœur de Lion, malgré sa réputation de guerrier impulsif, était un stratège accompli. Il a su utiliser son armée avec efficacité, reprenant plusieurs villes clés le long de la côte méditerranéenne, dont Jaffa. Ses méthodes de guerre étaient parfois brutales, comme l'exécution de milliers de prisonniers musulmans après la prise d'Acre, un événement qui a profondément choqué les contemporains, y compris les musulmans et les chrétiens. Mais c'est cette détermination et cette force qui lui ont valu le respect et la crainte. La légende de Cœur de Lion était telle qu'on la racontait dans les deux camps. Il était un ennemi redoutable, un guerrier quasi surhumain. L'histoire raconte que lors de la bataille de Jaffa, il aurait repoussé à lui seul une charge de plusieurs centaines de soldats musulmans. Même Saladin, son adversaire, ne pouvait s'empêcher de respecter son courage. Il est dit que lorsque le cheval de Richard fut tué sous lui, Saladin lui aurait fait livrer 2 chevaux, montrant ainsi une forme d'admiration entre 2 chefs de guerre au-delà de la religion. Malgré ses victoires, Richard ne parvint pas à atteindre son objectif ultime, la reconquête de Jérusalem. L'armée des croisés était épuisée, affaiblie par les maladies, et le moral était au plus bas. Les dissensions au sein de l'état-major croisé s'intensifiaient. Il a mené son armée jusqu'aux portes de la ville sainte, mais a finalement pris la décision difficile de ne pas l'attaquer. Il savait qu'il n'avait pas assez d'hommes pour la tenir si elle était conquise, et qu'une défaite serait désastreuse. Il a donc négocié une trêve avec Saladin, un accord qui permettait aux pèlerins chrétiens de visiter Jérusalem et qui garantissait la sécurité des villes côtières que les croisés avaient conquises. Cet accord, signé en septembre 1092, marquait la fin de la 3e croisade. La guerre en Orient était terminée pour Richard. Il avait fait preuve de bravoure, de génie militaire et d'une détermination sans faille. Il avait acquis son surnom de Cœur de Lion, un nom qui le suivrait pour l'éternité. La poussière de l'Orient retombe et les sons de la guerre s'éloignent. Le soleil se couche sur les forteresses de Syrie, les ombres s'allongent et le désert retrouve son silence. C'est l'heure du repos. Laissez les images de ces terres lointaines s'estomper doucement, comme un rêve qui s'efface au matin. Le retour de Richard en Europe ne fut pas celui d'un conquérant triomphant, mais celui d'un homme piégé par la malchance et la trahison. Il quitta la Terre Sainte en octobre 1092, en mer, pour un long voyage de retour vers l'Angleterre. Son périple était semé d'embûches. Son principal rival, le roi de France Philippe Auguste, avait déjà eu vent de son départ et avait prévenu ses alliés en Europe de ne pas lui offrir l'hospitalité. Richard était en territoire ennemi. La mer était agitée et les tempêtes dispersèrent sa flotte. Son navire fit naufrage sur la côte italienne. Déguisé en pèlerin, il tenta de rejoindre ses terres par la voie terrestre. C'est un épisode digne d'un roman d'aventure où le puissant roi d'Angleterre se retrouva seul et vulnérable. Malheureusement, sa ruse ne fonctionna pas. Alors qu'il traversait le duché d'Autriche, ses ennemis le reconnurent. Richard fut capturé par le duc Léopold Ferd d'Autriche, un homme qui l'avait profondément offensé lors de la croisade à Acre. Le duc le livra ensuite à l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Henri VI, contre une rançon. La nouvelle de sa capture se répandit comme une traînée de poudre à travers l'Europe.
Richard Cœur de Lion, le héros de la croisade, le roi guerrier, était prisonnier. C'était un coup de tonnerre. Les conditions de sa captivité étaient dures, mais pas inhumaines. Richard fut d'abord incarcéré dans le château d'Urnstein, sur les rives du Danube. La légende raconte que son fidèle ménestrel, Blondel de Nesle, l'aurait cherché de château en château, chantant une mélodie qu'ils avaient composée ensemble. Richard, en entendant l'air, aurait répondu, révélant sa position. C'est une belle histoire, bien qu'il n'existe aucune preuve historique pour la soutenir. La réalité était plus politique. Le sort de Richard était entre les mains de ses rivaux. Philippe Auguste, son ancien allié, tenta de soudoyer l'empereur pour qu'il le garde prisonnier ou le livre à lui, tandis que son propre frère, le prince Jean, profitait de son absence pour s'emparer du pouvoir en Angleterre. La situation était critique. L'empire plantagenet était menacé de l'intérieur et de l'extérieur. Aliénor d'Aquitaine, la mère de Richard, maintenant âgée mais toujours aussi résolue, est intervenue. Elle a réuni les nobles anglais et a collecté la somme colossale nécessaire à la rançon. C'était un montant astronomique, l'équivalent de plus d'1 million de livres sterling de l'époque, une somme qui a lourdement pesé sur les finances du royaume. On dit que le peuple d'Angleterre a consenti à un impôt spécial, le Saladin Tit, pour libérer son roi. Les objets de valeur des églises ont été fondus, les impôts sur la terre ont été augmentés. C'était un sacrifice immense, mais le retour de Richard était une priorité nationale. Après plus d'1 an de captivité en février 1584, la rançon fut finalement payée. Richard fut libéré. Sa captivité, loin de l'affaiblir, a renforcé son mythe. Le retour d'un roi que tout le monde pensait perdu ou mort était une chose inespérée. Le fait qu'il ait survécu à cette épreuve et que le peuple ait consenti à un tel sacrifice pour lui montrait à quel point il était respecté. Les ombres de la nuit s'étirent, la lueur des châteaux autrichiens s'éteint. Nous laissons Richard sur le chemin du retour, un chemin qui le mènera vers un pays qui lui est cher, mais qu'il a à peine eu le temps de connaître. Le silence de la nuit nous enveloppe. L'histoire du roi captif s'achève pour laisser place à la suite de ses aventures. Laissez vos pensées dériver doucement vers le repos. Après sa libération, Richard s'est retrouvé sur le sol anglais pour la première fois en près de 5 ans. Son retour en mars 1584 fut une véritable célébration. La population, qui avait payé une rançon colossale pour sa libération, le salua en héros. C'était un moment de joie et de soulagement, mais pour Richard, il n'y avait pas de temps à perdre. Son frère cadet Jean avait profité de son absence pour s'allier à Philippe Auguste, le roi de France, et tenter de s'emparer du trône. Les châteaux du royaume étaient entre les mains des partisans de Jean, et le pays était en proie à une guerre civile larvée. Le génie militaire de Richard, qui avait fait de lui une légende en Terre Sainte, fut mis à l'épreuve sur ses propres terres. Il ne perdit pas de temps. Sa première action fut de reprendre les châteaux rebelles. Il assiégea et prit le château de Nottingham, une forteresse cruciale tenue par les hommes de Jean. Ses victoires furent rapides et décisives. Il a fait preuve de son habituel mélange de courage et d'efficacité, ce qui lui a permis de reprendre le contrôle de l'Angleterre en quelques mois seulement. Son frère Jean, dont l'impopularité était grandissante, se retrouva rapidement isolé. On raconte que Richard, avec une générosité surprenante, a pardonné à Jean, en partie grâce à l'intervention de leur mère, Aliénor d'Aquitaine. Richard aurait déclaré « Ce n'est pas un homme, c'est un enfant, et je le pardonnerai ». Un pardon, mais aussi un avertissement. Jean n'a plus jamais osé trahir son frère de son vivant. Une fois l'Angleterre sous son contrôle, Richard se tourna vers la France. Son ancien allié, devenu son plus grand rival, Philippe Auguste, avait profité de sa captivité pour s'emparer de la Normandie, une des possessions les plus précieuses des Plantagenets. Le retour de Richard en France, en mai 1584, était une affaire personnelle. C'était un affront à son honneur, et il était déterminé à reprendre ce qui lui appartenait. Il ne reverrait jamais l'Angleterre. La guerre entre les deux rois allait durer 5 ans. Les campagnes militaires de Richard en France ne furent pas une suite de grandes batailles rangées, mais une guerre de siège, de raids et de diplomatie complexe. C'était une guerre épuisante pour les deux camps, une guerre de forteresse et de chevauchée.
Richard a fait preuve de son génie stratégique en construisant l'une des forteresses les plus impressionnantes de l'époque, le château Gaillard, dans le but de protéger la Normandie. Ce château, perché sur une falaise surplombant la Seine, était une véritable merveille d'ingénierie militaire, et Richard en était extrêmement fier. Il aurait dit de ce château « Je le ferai défendre même si ses murs étaient de beurre ». Les luttes continuelles avec Philippe Auguste ont démontré un côté plus politique de Richard, un côté que l'on ne voyait pas sur les champs de bataille de la croisade. Il a su former des alliances, utiliser des espions et négocier habilement. Sa guerre n'était pas seulement une affaire de force brute, mais aussi une affaire d'intelligence. Le soleil se couche sur les forteresses de Normandie. La bataille est terminée pour aujourd'hui et les armées se retirent. Le silence des champs de bataille est maintenant un appel au repos. Les images des châteaux forts, des chevaliers en armure et des étendards qui flottent au vent s'estompent doucement dans notre esprit. Laissez-vous porter par la quiétude de ces moments pour trouver le sommeil. Alors que nous nous enfonçons plus profondément dans le silence de la nuit, le récit nous emmène sur les terres de France, où Richard, le guerrier infatigable, passera les dernières années de sa vie. Après avoir stabilisé son pouvoir en Angleterre, il se lança dans une guerre prolongée contre Philippe Auguste, une guerre de position, de ruse et de diplomatie. Ce n'était plus la gloire des grandes croisades, mais une lutte acharnée pour la survie de l'Empire plantagenet. Philippe Auguste était un adversaire redoutable. Patient, rusé et méticuleux, il avait compris que pour défaire Richard, il fallait le piéger dans un conflit d'usure, grignotant lentement ses terres et ses alliés. C'est dans ce contexte que Richard a fait construire la forteresse de Château-Gaillard. Ce n'était pas seulement un château, c'était un symbole, une déclaration de son intention de ne jamais céder un pouce de la Normandie. Situé sur une falaise dominant un coude de la Seine, il contrôlait la navigation et protégeait la ville de Rouen. La construction de cette forteresse fut une prouesse d'ingénierie, achevée en un temps record de 2 ans, une démonstration de la volonté de fer et de la détermination de Richard. La guerre de Richard en France était une affaire coûteuse, tant en vies humaines qu'en argent. Il a dû lever des impôts lourds pour financer ses armées et ses campagnes. Il était constamment en mouvement, menant des raids, assiégeant des châteaux et affrontant les armées de Philippe Auguste. La vie d'un roi au Moyen-Âge était un combat permanent, et Richard en était l'incarnation même. Ses campagnes étaient un mélange de victoires et de défaites mineures, une succession de manœuvres tactiques destinées à affaiblir son adversaire. Il utilisait des alliances avec d'autres seigneurs français, comme le comte de Flandre ou le duc de Bretagne, pour encercler Philippe Auguste. Malgré cette intense activité militaire, on entrevoit un côté de Richard qui sortait du champ de bataille. C'était un mécène, un amateur de poésie et de chansons de troubadour. On raconte qu'il composait lui-même des vers et qu'il appréciait la compagnie des artistes. Il avait aussi un côté religieux prononcé. Sa foi n'était pas celle d'un moine, mais celle d'un guerrier, une foi qui le poussait à se battre pour le Christ et pour la justice. Cette période de sa vie est aussi marquée par une tragédie personnelle. Son jeune frère, Geoffroy, était mort bien avant lui. Un autre frère, Henri le Jeune, également. Il ne lui restait que Jean, le traître repenti, et la loyauté de sa mère, Aliénor d'Aquitaine. Richard, en tant que roi, était un homme seul, entouré d'intrigues et de dangers. Le son des sabots des chevaux s'éloigne au loin. Le silence règne maintenant sur les champs de bataille français. Les tours du château Gaillard se dressent, stoïques sous le ciel étoilé. Laissez les images de ces forteresses et de ces guerriers s'effacer doucement de votre esprit. La paix s'installe. Le sommeil est un sanctuaire. Nous arrivons à la fin du règne de Richard, le point culminant et tragique de son existence de guerrier. Il est l'année 1189. Richard mène une campagne militaire dans le Limousin, en France, contre l'un de ses vassaux, le vicomte Aymar Vert de Limoges. Le vicomte avait découvert un trésor sur ses terres, un trésor composé de figures en or d'un empereur et de sa famille, qui, selon la coutume féodale, aurait dû revenir en partie au roi. Aymar V refusa de le partager, et Richard, toujours très soucieux de ses droits, n'accepta pas cet affront.
Il mit le siège devant le petit château de Chalus-Chabrol, où le trésor était censé se trouver. Alors que le siège progressait, un soir, Richard, sans son armure et sans son casque, monté sur son cheval, inspectait les défenses du château. C'est une habitude chez lui, un prince guerrier qui aimait être au cœur de l'action. C'est à ce moment-là qu'une flèche, tirée depuis le château par un arbalétrier, le frappa. La flèche le toucha à l'épaule gauche, près du cou. La blessure semblait au premier abord bénigne, mais la pointe de la flèche, un harpon, s'était profondément enfoncée. Le médecin de Richard, un chirurgien de profession, tenta de retirer la flèche. L'opération fut douloureuse et peu professionnelle. La pointe ne fut pas retirée en un seul morceau, et des complications ne tardèrent pas à apparaître. La plaie s'infecta. La gangrène se déclara. Dans les jours qui suivirent, Richard réalisa que sa fin était proche. Il demanda à voir le jeune arbalétrier qui l'avait blessé. On le lui présenta. Son nom était Pierre Basile. Le jeune homme, terrifié, avoua avoir agi pour venger son père et ses deux frères, tués par les hommes de Richard. Richard, dans un dernier geste de clémence, une clémence qui contrastait avec sa réputation de guerrier féroce, lui pardonna. Il lui donna même une somme d'argent et ordonna qu'il soit libéré. C'était un geste remarquable, une preuve que le roi guerrier avait aussi un cœur et une âme. Le roi Richard hier mourut le 6 avril 1589 dans les bras de sa mère, la fidèle Aliénor d'Aquitaine. Son cœur fut enterré à Rouen, en Normandie, son corps à l'abbaye de Fontevraud, en Anjou, aux côtés de son père, Henri II. Ses entrailles furent enterrées à Chalus. C'était une fin singulière, une mort loin de la gloire des grandes batailles, dans un siège sans importance, face à un vassal rebelle. La nouvelle de sa mort se répandit rapidement à travers l'Europe. Le grand roi guerrier, celui qui avait défié Saladin et l'empereur germanique, était mort d'une petite blessure, d'une flèche tirée par un simple soldat. C'était une fin ironique pour un homme dont la vie n'avait été qu'une suite d'aventures et de conflits. Son frère Jean, qui allait devenir le roi Jean sans terre, a finalement vengé la mort de son frère. Le jeune arbalétrier, Pierre Basile, ne fut pas libéré comme Richard l'avait ordonné. Il fut torturé à mort, sa peau écorchée vive sur l'ordre de Mercadier, le chef des mercenaires de Richard. C'était une fin brutale, une fin qui reflétait l'époque dans laquelle ces hommes vivaient. Le silence s'est fait sur le petit château de Chalus. La lune éclaire les remparts. Les feux de camp s'éteignent doucement. Les ombres des chevaliers se sont effacées depuis longtemps. L'histoire d'un roi guerrier, d'un prince aventurier, s'achève sur ce petit détail. Une flèche, un homme, et la fin d'un règne légendaire. Laissez cette image de paix et de silence vous accompagner vers le sommeil. La mort de Richard Cœur de Lion a été un événement qui a marqué la fin d'une ère. Mais une mort n'est jamais la fin de tout. Et c'est dans l'héritage et la légende que nous pouvons trouver l'écho le plus durable de son existence. Alors que nous terminons notre voyage, laissons les derniers rayons de la lune éclairer le long chemin de la postérité de Richard hier, un chemin qui le transforme d'un roi guerrier en une figure mythique. Son règne, bien qu'il ait passé moins d'un an en Angleterre, a laissé une empreinte profonde. Paradoxalement, il est devenu une figure centrale de l'identité anglaise, malgré son attachement culturel à la France. C'était un homme qui a donné à l'Angleterre la gloire militaire et la réputation de bravoure. Le surnom de Cœur de Lion, donné en raison de son courage légendaire au combat, est resté attaché à son nom, symbolisant la bravoure, la force et la noblesse d'un chevalier idéal. Mais la réalité historique est plus nuancée. Richard hier était un chef de guerre extraordinaire, un fin stratège, mais son règne fut aussi une période de lourds impôts, de guerres incessantes et d'une négligence relative du gouvernement de son royaume. L'Angleterre était pour lui, avant tout, la source de revenus pour financer ses aventures en France et en Orient. Il a laissé à son successeur, son frère Jean sans terre, une situation financière difficile et un pays endetté par sa rançon et ses guerres. L'héritage le plus tangible de Richard est sans doute la forteresse de Château-Gaillard, un chef-d'œuvre d'architecture militaire qui, même en ruine, témoigne de son génie. C'est un monument à sa détermination, un symbole de sa lutte pour la survie de son empire. C'est un lieu qui nous invite à nous souvenir d'un temps où la force et la pierre étaient les garants de l'autorité.
Puis, il y a la légende. Peu après sa mort, Richard Cœur de Lion est devenu une figure de la culture populaire. On le retrouve dans les récits et les chansons des troubadours, où il est dépeint comme un héros, un croisé, un prince parfait. Cette image a perduré. Le grand roman national anglais, Ivanhoe de Walter Scott, publié au XIXe siècle, a contribué à fixer cette image d'un Richard Cœur de Lion, un roi bienveillant et juste, qui revient d'Orient pour sauver son peuple de la tyrannie de son frère, le prince Jean. Cette image est devenue plus populaire que la réalité de l'histoire. Le Richard de la légende n'est pas l'homme des faits, mais l'idéal que la nation a voulu se donner. Le mythe de Richard Cœur de Lion s'est aussi ancré dans d'autres formes de culture, des films aux jeux vidéo, en passant par les séries télévisées. Il est devenu un archétype, le modèle du roi guerrier, noble et courageux, prêt à tout pour la gloire et l'honneur. Il est un peu le roi Arthur qui a réellement existé, un souverain entouré d'un aura de bravoure et d'honneur. L'histoire de Richard Cœur de Lion, c'est l'histoire d'un homme de son temps, un homme qui a vécu et est mort pour les valeurs de la chevalerie et de la guerre. Il était un homme de contradiction, à la fois cruel et généreux, rusé et impulsif, un grand roi pour ses ennemis, un absent pour son peuple. Mais c'est cette complexité qui le rend si fascinant. Il n'était pas un simple monarque, il était une force de la nature, un tourbillon de passion et d'ambition. Le ciel étoilé de l'Anjou où repose son corps est le même que celui qui a illuminé ses campagnes militaires en Orient. Le silence qui règne aujourd'hui sur les ruines de Château-Gaillard est le même que celui qui a accueilli le retour de la paix après la mort du roi. La légende de Richard Cœur de Lion continue de vivre, un murmure qui nous parvient à travers les âges. Son histoire n'est pas seulement celle d'un homme, mais celle de son époque, une époque de foi, de conflit, d'honneur et de trahison. Alors que notre récit se termine, nous pouvons fermer les yeux et laisser l'image de ce roi chevalier, de sa bravoure et de ses combats, s'estomper doucement. L'histoire est un fleuve tranquille qui coule dans la nuit, et les récits comme celui-ci sont des étoiles qui brillent en son sein. Doux rêve, que le repos vous soit paisible et que votre sommeil soit profond, tout comme le silence de l'histoire.